Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel, au programme de cette édition. Au Pakistan, les femmes policières sont peu nombreuses, mais elles servent de modèle aux jeunes filles dans un pays encore très conservateur. William Shakespeare était-il une femme? C'est la théorie qui a intéressé notre invitée, la femme de théâtre Aurore Evin. Elle nous dévoilera dans un instant les indices qui rendent cette idée moins fantaisiste qu'il n'y paraît. Et puis on se rendra en Ouganda à la rencontre d'une jeune athlète de natation paralympique. Au Pakistan, plusieurs policières se sont invitées en une des journaux récemment pour des actions remarquables. C'est le cas notamment de Sherbano Naqvi. Elle est connue pour avoir porté secours à une femme accusée de blasphème et elle est devenue en quelques semaines une icône pour des milliers de jeunes filles poussées à se marier très jeunes et à renoncer à toute idée de carrière. C'est un reportage de Shazaib Walla avec Sonia Ghazali et Samir Mandrou. Une marche en soutien aux femmes est organisée par les services de police de Lahore ce jour-là. Sensibiliser la population au respect et aux droits des femmes est l'objectif de cette initiative. En tête de file, Sherbano Naqvi, une commissaire adjointe de la police. C'est pour elle que de nombreux médias locaux et nationaux ont fait le déplacement. On ne dira plus aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent aller. On ne leur dira plus rien. Plus jamais une fille qui va à l'école ne sera harcelée. Plus jamais les hommes ne regarderont d'un mauvais œil les femmes au marché. Plus jamais une femme assise dans une voiture ne sera confrontée à des hommes qui frappent à leur vide pour les harceler. La commissaire adjointe de la police est devenue une célébrité en portant secours à cette jeune femme le 25 février dernier dans un marché de Lahore. Elle est encerclée par une foule d'hommes. Selon eux, elle insulte le Coran en portant sur son corps des inscriptions calligraphiques arabes. Ces mots n'ont pourtant rien de religieux, puisqu'il s'agit du mot « joli » qui est imprimé. Sherbano Naqvi parvient à l'escorter saine et sauve sous les cris de haine. Plusieurs personnes ont été tuées au Pakistan par des foules haineuses après avoir été accusées de blasphème. Le geste de bravoure de la policière suscite l'admiration dans ce pays religieux et conservateur. Elle nous donne beaucoup d'espoir. Chaque femme devrait défendre ses droits. Les filles comme nous, on a toujours eu très peur et elle nous a donné du courage. Les femmes représentent 51% de la population. Pourtant, elles constituent moins de 3% des effectifs des forces de l'ordre au Pakistan. Baissez les boucliers. Cette école de police forme des centaines de policières chaque année. Le recrutement des femmes dans la police est un défi. De nombreuses familles encouragent leurs filles à se marier jeunes et à ne pas s'exposer au monde extérieur. Ces jeunes femmes sont des exceptions. Tournez à gauche. Avancez. Pour nous, les femmes ne sont en rien inférieures aux hommes. La formation que nous leur donnons est d'un niveau avancé, du combat jusqu'au tir, en passant par l'orientation dans l'espace. Après la formation, elles retournent dans leurs districts respectifs et accomplissent leurs devoirs. Dans ma famille, les femmes qui travaillent dans la police sont très mal vues. Mais depuis que je suis là, mes cousins et cousines ont tous postulé à la même formation. Ces policières, dont le discours promeut la bravoure et l'émancipation, peinent toutefois à briser les préjugés de la société pakistanaise patriarcale. Shakespeare était-elle une femme? Une question pas si saugrenue. Des interrogations persistent depuis longtemps autour du dramaturge et acteur britannique. On suppose notamment que l'immense culture dont il fait preuve dans ses œuvres serait la preuve que plusieurs auteurs se cachent en réalité sous son nom. La vérité de son identité, c'est aussi ce qui vous a intrigué. Aurore Evin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes metteuse en scène, comédienne, spécialiste du matrimoine théâtral et vous signez cette œuvre Mary Sidney alias Shakespeare, c'est aux éditions Talent Haut. Et votre idée, c'est que derrière le barde barbu pourrait se cacher en réalité une femme, une aristocrate lettrée du XVIe siècle. Comment vous est venue cette idée ?
Bien, c'est en découvrant un essai d'une Américaine, Robin Patricia Williams, qui a été publié à compte d'autrice en Californie. Et moi, je travaillais sur les autrices de théâtre classique en France du XVIIe, XVIIIe siècle, que j'avais aussi découverte et exhumée. Et donc, mais c'est vrai que j'étais toujours en butte avec le mur du génie shakespearien, forcément décliné au masculin. Donc quand j'ai découvert cet essai de Robin Patricia Williams, j'ai plongé dedans et j'ai été absolument bouleversée, extrêmement troublée aussi par son enquête qui attribue effectivement les œuvres du barde à Mary Sidney, comtesse de Pembroke. Et alors, ce que vous mettez en valeur dans votre livre, c'est notamment cette immense culture à laquelle on revient régulièrement quand on parle des œuvres de Shakespeare, qui semble plus relever d'une aristocrate lettrée du XVIe siècle que d'un fils de gantier de Stratford-sur-Avon. Tout à fait. En fait, on a un portrait robot de Shakespeare à partir de ses œuvres qui nous permet de savoir qu'effectivement, la personne qui a écrit ces œuvres, quand même, avait une énorme culture philosophique, politique, littéraire, qu'elle était polyglotte, qu'elle connaissait la fauconnerie, la musique. Enfin voilà, on peut vraiment dresser un vrai portrait robot. Et le William Shakespeare de Stratford-sur-Avon ne correspond en rien à ce portrait robot. Il ne coche quasiment même aucune case. Et à l'inverse, Mary Sidney, comtesse de Pembroke, elle, eh bien, on la retrouve effectivement. C'est une femme extrêmement érudite, sans doute une des plus cultivées de son temps, qui a même créé le plus grand cercle littéraire de l'histoire anglaise, qui effectivement pratiquait la fauconnerie, pratiquait l'alchimie, l'ésotérisme. Elle avait même un laboratoire d'alchimie, de chimie. Elle a créé des médicaments, voilà. Et là, effectivement, on voit que le portrait robot, étonnamment, il correspond. Elle avait aussi accès à une bibliothèque très fournie, ce qui était rare pour l'époque. Et au-delà de ça, quand on regarde en comparaison William Shakespeare, on n'a finalement pas de traces de ses écrits avec sa signature. On a d'ailleurs très peu de signatures de lui. Qu'est-ce qui finalement a laissé entendre jusqu'à présent qu'il était vraiment l'auteur des œuvres qu'on lui attribue ? En fait, très très peu de choses. Étonnamment, paradoxalement, on a pas mal d'archives sur le William Shakespeare de Stratford-sur-Avon, mais rien qui le relie aux œuvres littéraires. C'est un acteur, c'est un entrepreneur du spectacle vivant, c'est un propriétaire foncier qui fait des affaires, qui s'enrichit énormément, qui fait même pas mal de trafic, mais rien qui permet de le relier aux œuvres. Après, effectivement, il va y avoir petit à petit, il y a 36 œuvres qui sont attribuées à Shakespeare, il n'y en a que 12 qui vont être publiées de son vivant. Les premières sont publiées anonymement. Ensuite, vont apparaître quelques quartos où on met corrigé et augmenté par W. Shakespeare, voilà. Et le reste sera publié dans le premier folio, donc 7 ans après sa mort, sous le nom de Shakespeare. Mais sous ce nom de Shakespeare, en fait, ça peut être forcément, c'était une pratique courante à l'époque d'utiliser des pseudonymes, voire même d'utiliser des allonymes. C'était on utilisait le nom de quelqu'un pour faire paraître une œuvre, parce qu'on est en pleine société de la censure, avec des œuvres extrêmement subversives, et n'importe qui ne pouvait pas les signer, surtout une personne de l'aristocratie et encore plus une femme de l'aristocratie. Et en quoi c'était un problème qu'une femme signe une œuvre littéraire à cette époque ? Alors, c'était surtout un problème parce que déjà, on les autorisait essentiellement à faire que des traductions, qu'on considérait comme des œuvres mineures, donc ça leur était accessible. Sinon, ça devait être des œuvres religieuses, des œuvres morales, c'était quand même, tout était vraiment très encadré. Mais les grandes dames de l'aristocratie, si elles signaient de leur nom, en fait, c'était comme des femmes publiques. C'était vraiment afficher le nom du clan sur un livre, sur une affiche, c'est inimaginable. C'était vraiment comme se prostituer, en fait. Mary Sidney, vous signalez aussi que ses fils sont très haut placés à la cour d'Angleterre et que c'était un frein supplémentaire ? Oui, tout à fait. Ils sont vraiment à la tête, effectivement, au niveau de la cour du roi James. Lui, il est le fils aîné, quasiment l'équivalent. C'est le grand chambellan, l'équivalent du ministère de la Culture à l'époque. La moindre réputation qui peut toucher la mère touche tout le clan et donc fait chuter tout le monde. On rentre en disgrâce rapidement. On rentre en disgrâce très, très facilement, effectivement. Et l'un de ses fils, justement, est en charge des publications à cette époque ? Oui, il a le contrôle sur les publications. Donc, il est à un endroit stratégique pour aussi contrôler la publication des œuvres shakespeariennes, notamment de ce fameux premier folio qui va paraître en 1623. 1623, on est après la mort de Shakespeare, 1616, et après la mort de Mary Sidney, qui est morte en 1621. Une question tout de même, qu'est-ce que ça change que Shakespeare soit un homme ou une femme ? Alors, ça change déjà notre imaginaire.
C'est-à-dire que brusquement, le plus grand génie quand même théâtral peut se décliner au féminin. Et puis surtout, eh bien, ça nous nettoie nos lunettes. Moi, je ne regarde plus les œuvres de Shakespeare de la même façon. Et moi, je sais que ça m'a permis de voir ce que je n'avais encore jamais vu. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui est traversée par la querelle des femmes, notamment, par exemple. Avec, évidemment, des femmes fortes, des liens de sororité, de solidarité entre femmes. Voilà, donc c'est tous ces points-là qui font qu'on est presque face à une œuvre féministe, même si le terme n'existait pas à l'époque, la pensée, elle existait. Oui, parce que la querelle de femmes, finalement, c'était peut-être le premier mouvement féministe qui prenait l'égalité entre les femmes et les hommes, bien avant le féminisme au XXe siècle. Eh bien, merci beaucoup, Aurore Révin. Cette enquête passionnante, elle est à retrouver dans votre livre, Mary Sidney, alias Shakespeare, aux éditions Talent Haut. Et on plonge désormais dans le monde des athlètes paralympiques avec Ousna Kukundakwe. Cette jeune Ougandaise, née sans l'avant-bras droit, est l'un des espoirs de son pays pour les Jeux de Paris. Son portrait par Shona Bhattacharya. Elle a réussi le pari de dépasser son handicap. Aujourd'hui, Ousna Kukundakwe est nageuse professionnelle et représente son pays à l'événement sportif le plus prestigieux au monde, les Jeux paralympiques de Paris, après ceux de Tokyo il y a 3 ans. Mon premier objectif en y allant est d'inspirer les autres, qu'ils soient handicapés ou pas, surtout les enfants. J'ai atteint le plus haut niveau athlétique à 14 ans, c'était un véritable exploit. Née sans avant-bras droit, avec une déformité à la main gauche, Ousna n'avait que 3 ans lors de son premier contact avec l'eau. Un parcours semé de nombreux obstacles, à commencer par les réticences de sa famille. J'adore être dans l'eau. Bien sûr, au début, ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle avait peur que je ne puisse pas nager. Mais j'étais très têtue et j'y retournais tout le temps, même sans sa permission. Donc à force, elle a dit oui. Selon la Commission ougandaise pour l'égalité des chances, les handicapés font encore face à la stigmatisation et à la discrimination et sont trop souvent écartés des services publics tels que la santé et l'éducation. En tant qu'ambassadrice pour le Comité international paralympique, Ousna se bat chaque jour pour en finir avec les idées reçues. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur France 24.